Et c'est parti. Bienvenue dans le tout premier épisode de l'Instant Truc, un podcast avec des morceaux de bidule à l'intérieur. Dans cet épisode, on va parler de films de super-héros et on va aussi se demander pourquoi et comment on nomme les ouragans et les opérations militaires. Enfin, on vous donnera une petite recommandation cinéma. Allez, voici le tout premier épisode de l'Instant Truc. It is pointless to resist, my son. Aziz, lumière! C'est un vaisseau plénipotentiaire ou est l'ambassadeur? My mom always said life was like a box of chocolates. We are the knights who say... Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bienvenue donc dans l'Instant Truc. Moi c'est Pascal et autour de cette table aujourd'hui il y a Monsieur Pierre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nico. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Xavier. Salut tout le monde, salut Pascal. Et Monsieur Mike. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Notre premier sujet pour cet épisode, ce sont les films de super-héros. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Le grand public commence-t-il à se lasser? On ne va pas refaire toute l'histoire de l'adaptation des comics au cinéma, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avant le début des années 2000, nous avons eu surtout de très mauvais films, non? Quelques bons, Superman. Quelques bons entre deux. Batman De Burton. Ouais, mais avant ça, ça avait quand même été des séries télé. Il y a eu des séries télé. C'était plutôt des séries télé. Wonder Woman, Hulk. Et est-ce qu'on peut dire qu'au cinéma, ça a commencé avec Batman? Le Batman de Tim Burton? Moi j'aurais dit Devenir X-Men bien. même plutôt. Tony Les premiers X-Men, Bryan Singer au début des années 99. Peut-être parler par phase, parce qu'effectivement, il y a Superman quand même qui arrive en premier, quand même au début, Le tout début des Richard années Donner, 80. Enfin, si on prend sur notre génération, il y a vraiment Superman qui arrive. Il y a un creux, parce que ça demande beaucoup d'argent, des effets spéciaux qui sont pas prêts, et ça revient sur Batman, effectivement, fin 80, 89, et il y a un nouveau creux, quelques tentatives, mais encore du creux, et ça revient, effectivement, fin 90, il y a l'X-Men, avant il y a Blade. On l'oublie, mais voilà, c'est le premier vrai film de super-héros, avec un super-héros obscur, mais au moins ça permet de se faire la main dessus, et ça a été plutôt une bonne idée, et après c'est parti. En fait, tout ça a aussi démarré quand Marvel a vendu les droits des studios. X-Men, c'était la Fox. Spider-Man aussi, à la même époque, c'était Sony. Du coup, c'est les gros studios qui ont mis des sous pour faire du film de super-héros. Et ensuite, on est arrivé dans les années 2000 à une espèce, je vais pas dire d'âge d'or parce que c'est un peu, mais en tout cas de foison de films de comics. D'abord parce que Foison d'or. Foison d'or. D'abord parce que Marvel est devenu Marvel Studios. Ils ont récupéré les droits d'une grande partie de leur catalogue, à l'exception notable de Spider-Man, mais qu'ils ont fini par réussir à partager avec Sony. Que en face, la concurrence entre guillemets chez DC a commencé aussi à sortir des films avec notablement le Snyderverse, c'est-à-dire Man of Steel, Batman v Superman, Justice League. J'en oublie un? Non. Mais en fait, il y avait quand même je trouve une grosse différence par rapport à Marvel. DC et Marvel, c'est que Marvel, au final, on sentait une ligne éditoriale, enfin une ligne, je sais pas comment on peut appeler ça. Une cohérence. Alors que DC, on sort un film là, avant il y avait quand même eu Green Lantern, des choses un peu épisodiques. Là, après, le Batman de Snyder a marché, et du coup, il a fait autre chose qui n'avait rien à voir avec ce Batman. Ce qui a peut-être relancé chez DC, c'est le Batman de Nolan. Nolan, oui. Nolan, oui. C'était quand même assez costaud la trilogie de Nolan. Parce que grosso modo, si on devait parler que de Batman par exemple, on pourrait dire qu'il y a eu le Batman de Burton, il n'y a rien eu, et il y a eu le Batman de Nolan en fait. Ouais, c'est ça. Schumacher. Quand même le meilleur de... Avec le Qu'est-ce qu'on en pense du Schumacher? C'est comme le pilote automobile, c'est viandé. Et on parle pas de Catwoman. Le Catwoman réalisé par français. Réalisé par Pitoff. C'est des films qui datent aussi d'une époque, effectivement, il n'y avait pas forcément de ligne, pas de ligne éditoriale, et en tout cas pas de volonté de créer un univers commun. C'est clairement ça, c'est qu'on est sur
des choses assez épisodiques, même si, effectivement, il y a les deux Burton. Nolan, il fait ses 3 films. Singer, il fait ses X-Men. Donc Et son Superman. c'est marrant, on est plus sur des univers, mais liés plus à un cinéaste que liés à un univers commun où, quelque part, le réalisateur, il est jetable et on en fait ce qu'on veut. On a oublié de parler de Daredevil et d'Electra aussi, c'était pas mal non plus. Non, mais ça, c'est parce qu'on n'est pas obligé de s'en souvenir, en fait. C'est là, on peut pas tout stocker, donc il faut... Tu fais un rejet automatique. Oui, enfin, c'est... Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver à la fois chez DC Warner Bros. Et à la fois chez Marvel, Sony, si on inclut Spider-Man. On va se retrouver avec ce que nous, on connaissait bien en tant que lecteur de comics, qui est de plus en plus de films, de plus en plus de personnages, de plus en plus de titres, et à un moment donné, un événement, en l'occurrence les Avengers pour le Marvel Cinematic Universe, et Justice League, qui est grosso modo l'équivalent chez Warner. Le grand public, appelons-le comme ça, découvre ce que nous on connaissait déjà, qui est cette réunion des super-héros, ce qui nous ramène à un modèle que pour le coup le grand public connaît bien, qui est la série télé, qui est de dire, c'est de l'épisodique en fait, parce que les super-héros au cinéma, ça reste de l'épisodique, grosso modo, si on suit le MCU, surtout si on inclut les séquences post-génériques. On est sur précédemment dans le MCU et voilà ce qui va arriver la prochaine fois, grosso modo. Et la même chose dans le DCU, dans le DC Cinematic Universe. Justice League d'un côté pour DC et Avengers Infinity War et Endgame pour le Marvel Cinematic Universe. Et après, ça commence à vriller un peu. C'est en fait... Même avant, en fait. Oui. Moi, je suis pas sûr. On peut dire que ça commence à vriller avant, effectivement, un petit peu avant. Mais disons que cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, qui amène à un but, elle marche super bien jusqu'aux 2 derniers Avengers. Elle marche super bien jusqu'à Justice League, pour le DCU. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, en ce moment, on est dans une phase où les films continuent à marcher relativement bien en termes économiquement, en termes de sous. Mais par contre, en termes de critique, même les plus grands fans des fans ont tendance à dire c'est plus ça, c'est de la merde, c'était mieux avant. Voilà. Donc, déjà, est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Et si oui, selon vous, pourquoi ? Pierre ? Première impression, je pense que Marvel, qui a fait un carton sur les 3 premières phases, avec ça se termine avec Endgame, j'ai un peu peur et j'ai l'impression qu'ils ont abattu leurs meilleurs atouts dès le départ. C'est-à-dire que pour le grand public, je parle pas pour les connaisseurs de comics, ils ont mis d'entrée les héros les plus connus. Donc les Captain America, etc., Iron Man et compagnie, Hulk. Après, tu mets qui ? C'est ça, pour attirer du monde dans les salles, il faut mettre des personnages connus, et j'ai un peu peur qu'ils aient un peu de mal avec ça. Et qu'ils vont ramener les X-Men au fur et à mesure. On parle de l'arrivée des Fantastic Four, mais pas tout de suite. Voilà, c'est un peu compliqué. Après, Nico, vas-y. Ouais, je crois que le problème, il est de la formule. On est sur un cinéma de formule. On répète toujours la même chose, on fait toujours la même chose, toujours le même film. Et donc ça marche un temps ? 2h30, une grosse bagarre, une grosse poursuite, une grosse bagarre, une grosse poursuite, une grosse bagarre. Grosso modo, on est sur un truc qui repose vraiment sur cette formule et qui se répète. Au niveau des personnages, oui, ils ont plus grand monde à ramener. Bon, ils ont ramené Spider-Man, ils ont encore les 4 Fantastiques, ils vont ramener les X-Men. L'un de l'autre, ils peuvent avoir du monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée derrière. Il n'y a pas de... On change pas la formule, c'est comme si... voilà, c'est bien le Space Mountain, tu le fais 1 fois, 10 fois, au bout de 53 fois, tu te dis, bon, c'est bon, je vais peut-être passer à autre chose, tu vois. Donc, c'est certainement là le travers, entre guillemets. On en est même arrivé au final maintenant à des films parodiques. Enfin, quand on voit le dernier Thor, Love and Thunder, on en est presque une parodie d'un personnage qui est censé être fort, mais au final, on veut nous placer un film comique avec quelques effets spéciaux pas toujours très bien faits. Voilà. D'ailleurs, Marvel est assez connu pour bâcler un peu ses effets spéciaux. Et c'est dommage. On prend des idées des comics. Alors, je pense aussi le problème, c'est que il ne se base que sur des idées de comics, des choses déjà existantes. Il y a, tous les derniers films après Endgame, c'est, Love and Thunder, c'est passé avec la Thor femme, ça existait dans le comics. En fait, on essaye de se baser sur le comics, mais alors on ne peut pas faire comme dans le comics, donc on essaye de... Mais ça manque d'âme un peu, c'est vrai. Là, Après, émotionnellement parlant, on est tellement passé à quelque chose de fort, je pense, avec Endgame, que derrière, forcément, en plus derrière, on a eu Black Widow, qui est un peu... En fait, ce qui est un bon film d'espionnage, mais qui...
Au final, enfin voilà, c'est qui un va peu... sortir puis qui a été fait pour des raisons contractuelles, je pense. Voilà. Moi, je suis très mal placé pour en parler parce que je suis même pas allé jusqu'à Endgame. Je me suis arrêté il y a bien longtemps, moi. Moi, grosso modo, je suis allé jusque Iron Man 3. Je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Mais parce qu'à un moment, j'avais déjà plus envie. Parce que les histoires, je les avais déjà lues, vues sous une forme, la forme de comics, voilà, je les ai lues, rabâchées quand j'étais gamin, etc., etc. L'histoire, je me l'étais faite. Ça, plus le fait que la formule, elle se répète en mode toujours un peu la même chose, ben voilà, mon comics, c'est mon comics, mon ciné, c'est mon ciné. Le fait de devoir systématiquement faire une transposition, c'est pas forcément... Alors, ça fait fan service, y a pas de problème. Mais étrangement, je suis pas preneur de ce fan-service-là. Ok. Xavier ? Non, jusqu'à la fin de Endgame, il y avait peut-être il y avait une certaine cohérence avec une planification. Et, ça pouvait nous emmener malgré nous à aller jusqu'au bout pour savoir comment ça allait finir, même si on se doutait. Mais après, oui, je pense que c'est assez caractéristique du non-risque que les boîtes de cinéma ne prennent plus avec des idées originales et voilà, on n'ose plus. On prend pas de risques. On veut gagner de l'argent parce que on veut gagner de l'argent, un maximum d'argent, sans prendre de risques. On veut pas l'idée originale, se creuser un peu les méninges pour avoir quelque chose d'inédit, de pas encore fait, on n'ose pas assez, je trouve, pour être original. Donc au bout d'un moment, ça lasse. Je rejoins ce que disait Xavier, c'est on se creuse plus la tête, on applique la même formule, etc. pour gagner de l'argent. Le vrai cinéma, avoir vu un article il n'y a pas très longtemps sur des films, par exemple le Fabelmans qui n'a pas marché, de Spielberg, Babylone de Damien Chazal qui raconte le Hollywood des années 20, qui avait l'air bien, qui n'a pas marché du tout. Il y a un travail de création cinématographique. Il n'y a rien. C'est vrai que c'est du copier-coller. J'adore les films de super-héros, mais je rejoins ce que vous dites. Au bout d'un moment, c'est toujours le même modèle. Et il y a le problème depuis la pandémie que nous avons connue, c'est que... Il y a eu une pandémie ? Mais non. Aux États-Unis, le deuxième Shazam, il a fait une semaine en salle, je crois. Et il est parti en streaming digital. Ouais, en France, il a fait pas mieux. Ouais, il n'a pas marché non plus en France, le deuxième Shazam. Peut-être un problème au niveau de, maintenant avec la nouvelle génération, celle d'après, nos enfants, c'est les plateformes, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu payes 12 balles ta place de ciné et tu payes 10 balles ton abonnement à une plateforme quelconque, quand tu vas au cinéma, tu veux avoir tout le barnum. Donc voilà, tu vas pour aller, comme tu vas dans le Space Mountain. Pour revenir sur la prise de risque, il y a des prises de risque, mais il faut remonter très loin dans les films de super-héros. Commencer Blade, je disais tout à l'heure, un des premiers films, la première scène de Blade, c'est le bloodbath. T'es dans une boîte de nuit et il y a une douche de sang. Wow, tu fais plus ça aujourd'hui. Tu fais pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu commences pas un film comme X-Men qui commence dans un camp de concentration avec Magneto. Et étrangement, Harrington, c'est pas un grand cinéaste, Singer un peu plus. C'est des personnes qui ont même des idées, des thèmes, des thématiques, et ils arrivent à s'approprier les films en y mettant leurs thématiques dans le sujet. Là, le sujet est plus important que tout. Et le cahier des charges, il est plus important que tout. C'est pour ça que les réalisateurs, ils sont interchangeables au possible, que tu ne te rends pas forcément compte de la différence. Est-ce que du coup, parce qu'on a l'air de tous dire un peu la même chose, qui est qu'il y a une absence de prise de risque, un trop grand attachement à, comme tu viens de dire, un cahier des charges, à un modèle précis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour sortir de ça ? C'est donc de faire l'inverse de ce qu'on dit, c'est-à-dire de prendre des risques et de quitter leur cahier des charges. Mais quelque part, c'est plus une prise de risque de faire Venom dans le Nawak Absolute, parce que j'en ai quand même vu entre deux des trucs. Oui. Voilà, de faire le Nawak Absolute Venom, je trouve que c'est plus risqué, clairement, que de reproduire un schéma Avenger 1000 fois vu. Parce que Kevin Feige, donc le boss de Marvel Studios, on lui a récemment posé la question, quand je dis on, c'est pas du tout nous, on n'a pas le 06 de Kevin Feige. 07, c'est un 07. C'est un 07, c'est pour ça. Mais 33 avant, parce que c'est 033. Des journalistes américains lui ont posé la question de ce qu'il fallait faire pour se sortir de cette ornière au minimum critique dans laquelle étaient les films de super-héros au sens large, et il a répondu qu'il se mettait à la recherche alors il
il a pas dit meilleur parce qu'il est très diplomatique, mais d'une autre catégorie des réalisateurs qui seraient des réalisateurs plus expérimentés. C'est-à-dire que grosso modo, selon lui, l'idée c'est de revenir vers du Christopher Nolan plus Singer et moins vers des réalisateurs qui sont peut-être qu'on connaît pas forcément, enfin d'autant. Qui disent un peu trop oui facilement à ce qu'on leur demande, face à des réalisateurs qui seraient peut-être plus... Non, mais parce qu'après, ce qui est quand même étonnant, c'est comme on voit Love and Thunder, c'est Waikiki... mais c'est lui qui l'a écrit. En fait, c'est quand même écrit... Enfin, le réalisateur a écrit son film, donc c'est quand même une œuvre de quelqu'un, et pourtant, du coup, on se dit aussi, peut-être c'est pas les bons auteurs. C'est pas les bons auteurs. Eternal, c'est pareil, je sais plus. Étonnamment, Eternal, moi j'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant que pas mal de films, qui est peut-être du coup plus compliqué avec des nouveaux personnages et des. En fait, ils sont intéressants. Déjà, la nouveauté par essence peut être intéressante, et ensuite ils sont intéressants, Eternals, parce que justement ils prennent plus de risques par rapport au moule habituel. C'est-à-dire que la seule concession au moule habituel d'Eternals, j'ai l'impression, c'est le troisième acte, le fameux troisième acte Marvel, c'est-à-dire la grosse baston contre le méchant à la fin, qui est plus ou moins réussi et souvent moins. Mais les deux premiers actes sont plus originaux. Et on parlait tout à l'heure de personnages. On peut reprocher à Marvel de pas prendre de risques. Ils ont quand même essayé 2 ou 3 fois de prendre des risques avec des personnages moins connus, même à l'époque des 3 premières phases. Par exemple, quand ils sortent les Gardiens de la Galaxie, absolument personne ne connaît les Gardiens de la Galaxie. Même les fans de comics connaissent pas ce rooster-là des Gardiens. Ouais, mais les Gardiens de la Galaxie sont sauvés par un truc, c'est pas sur Terre. Et du coup, on se permet tout et n'importe quoi. Et James Gunn, il prend carrément le truc, il dit c'est bon, j'y vais à fond. Et on n'est pas sur Terre, on n'est pas dans le train-train, les Marines, l'armée, bazar, tout le tintouin habituel. Non, là, tu fais ce que tu veux. T'ouvres le champ du possible pour le coup. Donc est-ce que d'ailleurs une des solutions de Marvel serait pas de partir dans l'espace un petit peu plus souvent et un peu plus longtemps pour essayer d'aller voir autre chose et de faire autre chose? Après, sur les nouveaux, sur le post, on va dire le post Endgame, moi j'ai quand même trouvé, alors je sais qu'il y a plein de monde qui aime pas, mais Shang-Chi, moi j'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai trouvé Shang-Chi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est la même chose que pour Eternal, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 premiers actes sont très bons. Voilà, et à la fin, on revient toujours sur le côté... effets spéciaux, fuckfest, et... Alors au final, je me rends compte que je vais toujours voir maintenant les films Marvel, mais pour voir les scènes post-génériques ou les caméos d'autres personnages qui me donneront envie peut-être d'aller voir un autre film. Donc, c'est un peu dommage, c'est d'aller voir un film Marvel juste pour se dire ce qui va se passer après. Les scènes post-génériques dans le Pan 3, c'était pas terrible. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était pas ça. Hein. Non, en plus, dans les années qui viennent, Marvel va se retrouver avec un problème immédiat qui est que l'acteur qui était censé jouer leur Big Bad, Jonathan Majors, il est grillé. En tout cas, il s'est fait lâcher par tous ses représentants, c'est-à-dire son agent, sa compagnie de pub, etc. Et Marvel se pose la question de recaster Kang. Voilà, parce que bon, il a une sorte de violence conjugale. Et donc, évidemment, s'il s'avère qu'il est coupable, il faut qu'il paye, il y a pas de souci. Du coup, il va falloir que Marvel se repositionne là-dessus. On sait comment ça se passe quand Marvel se repositionne, puisque c'est déjà arrivé, on va dire dans le meilleur des cas, avec Ant-Man, quand ils ont perdu Edgar Wright, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais étrangement, t'as l'impression que on est tellement dans la formule que même les acteurs, ils sont interchangeables. Tu vas pas te rendre compte que Kang, c'est plus le même. En plus, Kang, il y en a plein des Kang, donc ça, à la limite, c'est facile de le changer, c'est pas trop compliqué. Mais même les acteurs, t'as l'impression que tu peux les prendre, les changer. Mais ça reste dans le principe du comics ou... Dans le principe du comics ou de la série télé. Le dessinateur, il change, le scénariste, il change. C'est ça aussi le problème de personnages qui sont censés être sur la durée. Parce que à un moment, des actions qui sont censées se passer sur 1 an ou 2, mais que le film est fait 3-4 ans plus tard. On peut faire des pirouettes scénaristiques pour les enfants. Ils sont devenus adultes entre deux parce qu'ils sont passés dans une faille ou les 5 ans de Endgame. Mais c'est ça la grosse différence aussi entre le comics et le cinéma, c'est qu'on peut pas... On est bloqué avec ça, et donc à un moment, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de se débarrasser, entre guillemets, de Captain America et de Iron Man, parce que à un moment où aussi il fallait passer à autre chose. Mais comme Xav disait, sur un comics, on change de scénariste, on change de dessinateur, on change de... Mais en même temps, c'est peut-être vrai aujourd'hui parce qu'on change tous les 5 minutes, mais pendant très longtemps, les auteurs, ils restaient très longtemps sur une série. Donc ils développaient, c'est pareil, ils développaient leur thématique, et ils restaient surtout, il y avait un éditeur en chef qui leur disait, tu restes dans le perso. Sauf si à un moment, ils te faisaient un changement radical, mais tu restes dans le perso.
Mais pour faire ça, faut développer le perso. Or, dans les films, les persos sont pas développés. À part Tony Stark. C'est ce que j'ai dire. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans les comics, de manière assez reconnue, il y a une époque en tout cas, on disait, est-ce que tu as lu le run de machin? C'est-à-dire que pendant X épisodes, tu avais un scénariste qui montait quelque chose en fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les events dans les comics, mais peut-être que cette ce non suivi est aussi une des causes de l'échec critique relatif. Dans le comics, on oublie qu'il y a aussi beaucoup de remplissage. Il y a des runs importants, des auteurs importants sur des périodes importantes. Il y a des events effectivement qui viennent se greffer là-dedans, et entre deux, t'as des périodes de creux, de remplissage, où il se passe pas grand-chose, pas trépidant, et voilà. Mais où ça fait très bien le fanservice, c'est pareil. Tu suis ton perso, tu le suis de A à Z et tu continues. Mais est-ce que c'est faisable, ça? Est-ce que c'est jouable en film? Non, pas forcément. Ou alors, mais après, ils l'ont quand même très développé, cet univers. C'était aussi, le développement de l'univers Marvel, c'est aussi le développement des plateformes, etc. Entre les séries sur Netflix, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées en parallèle, tout ça. Et en plus, tout était lié. Donc là, pour le coup, c'était plutôt malin. Et il y a plus trop ce liant. Pour le coup, qui était peut-être plus au début, qu'ils ont essayé de le faire beaucoup au début, et ce liant-là, il n'existe plus. Qui sert les périodes de creux, mais au moins, t'as quelque chose qui raconte et qui fait avancer les personnages et Alors, il y a quand même beaucoup de réalisateurs, en tout cas sur les anciens films, qui se sont plaints justement de cette histoire de liant et de continuité avec ce qui se passe. Toute la période où il y avait la série Agent du Shield. Donc il fallait que, si tu parlais du Shield, fallait que ça suive la série, fallait que ça suive le dernier film Captain America, fallait que ça suive... Et ça devenait du coup compliqué, en tout cas pour les scénaristes, d'écrire des scénarios, parce que ils étaient voilà. Dans les comics, il y a un éditeur au-dessus, un éditeur en chef sur une ligne, qui dit non, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Ça se fait déjà dans le comics. Sauf que ça se fait dans le comics, mais je suis pas sûr que ce soit si réalisable que ça au cinéma. Ça devait être fait sur l'univers. S'ils veulent créer un univers. En fait, ça aurait dû être le rôle ça devrait être le rôle de Kevin Feige. Ça doit être le rôle de James Gunn maintenant chez DC, puisqu'il chapeaute le nouveau DC Universe. Et ça devrait être le rôle, parce que j'avais pas inclus Star Wars, mais ça devrait être le rôle de Kathleen Kennedy dans l'univers Star Wars. Ce qui n'a pas été le cas sur la dernière trilogie, mais ça devrait être le rôle. On verra sur la prochaine. Mais c'est peut-être effectivement aussi ce truc-là qui manque, c'est-à-dire une vraie vue d'ensemble. Parce que même sur les séries, il y a le showrunner qui est là pour chapeauter, pour dire ça va pas rentrer dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'au cinéma, il manque un peu, je pense, et c'est peut-être ça du coup, depuis le post-Endgame, il manque ça, il manque ce liant, il manque et les scènes post-génériques maintenant, elles ne concernent que le prochain film du personnage et non plus, entre guillemets, l'histoire générale, qu'on attend toujours un peu parce qu'on a eu droit à ça quand même pendant 5 ans, et que maintenant, on l'a pu. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup de Marvel et on parle quasiment pas de DC. Parce que, alors, soit les films sont moins bien, ce qui est peut-être certainement vrai, moins marquant. L'univers est moins unifié aussi. Il y a 50 séries DC qui existent, elles sont pas toutes liées, forcément. Alors, elles se sont reliées à un moment, ça commençait à venir, etc., etc. Mais au début, c'était un peu chacun dans son coin. Après, ils ont relié. Est-ce qu'ils ont relié ça au film ? Pas tant que ça, donc je sais pas comment ils arrivent Après, maintenant, chez DC, tout est quand même très lié à ce qui se passe dans les events et ce qui se passe... mais... Et puis il y a moins de films. Alors que dans les films, non. Les films du Snyderverse, par définition, sont liés, mais il y en a que 3. Après, si tu rajoutes Aquaman et Wonder Woman, il y en a 5. Mais ça s'arrête là. Il y a 2 Wonder Woman, et il y a un deuxième Aquaman qui arrive. Il y a un Flash qui arrive. Il y a Flashpoint qui arrive. Qui devrait être le dernier. Elle donne envie. Elle donne envie, cette bande-annonce. La bande-annonce donne envie. C'est pas la première fois qu'on a des bandes-annonces qui donnent envie pour des films pas terribles. En fait, après, ce qui est dommage, c'est que on sait déjà que il y aura pas de suite ou pas. Mais parce que James Gunn, il a un peu un peu laissé tomber. Il a dit on fait la table rase de tout ce qui s'est passé avant. Oui, parce que on sait pour ceux qui ne seraient pas au courant que après le film Flash, qui va s'appeler Flashpoint, on va arrêter grosso modo officiellement le Snyderverse après Aquaman 2, puisque Aquaman 2 va sortir après Flash, après Aquaman 2.
Et donc on ne reverra plus normalement ni la Wonder Woman de Gal Gadot, ni le Batman de Ben Affleck, ni le Flash de Ezra Miller, voilà. Mais c'est pas encore tout à fait sûr, parce qu'on sait pas ce que James Gunn a décidé de reprendre, on sait juste qu'il part dans une autre direction. Mais le ciné va quasiment tourner comme les comics, où en fait t'as un event, on fait table rase du passé, on reboot tour partout, on fait un retcon ou un reboot, en automatique. Je vais faire maintenant mon coup de gueule, parce que lors du 85e anniversaire de Superman cette semaine, James Gunn a annoncé donc l'entrée en production du Superman, comment il appelle ça ? Legacy. Donc voilà, et début de tournage l'année prochaine, et que donc voilà, on recommence à zéro avec une nouvelle origin story de Smallville jusqu'à Daily Planet, alors qu'on avait quand même un acteur qui l'incarnait bien, Henry Cavill, il était pas mauvais du tout en Superman. À la fin de Black Adam, quand j'ai eu le plaisir de voir Henry Cavill, j'ai il va revenir, c'est bien. Il a quitté la série The Witcher sur Netflix pour se consacrer. Eh ben tiens, pour ne pas dire autre chose. Mais ouais, c'est dommage quoi, de revenir encore avec une origin story de Superman. Tout le monde la connaît. Mais moi, je vais revenir au parallèle avec le support papier. C'est comme ça tout le temps, quoi. Ouais. Oui, et moi, c'est comme ça tout le temps. Là, ça n'arrête pas, enfin, je sais pas. J'irai le voir, hein. Mais après, le Superman, il faisait un bon Superman, mais je trouve que son personnage... Il avait pas son slip au-dessus du... Non, mais à part ça, je trouve que c'est le personnage cinéma qui ressemble le moins à Superman, parce qu'en fait, déjà, Superman, il ne tue pas, enfin, on est d'accord... C'est ça qui m'avait plu, moi. Ouais, mais justement, c'est moi qui m'avait déplu, en fait, dans Man of Steel. Et puis, on détruit des immeubles sans problème, et puis il y a des gens dedans, mais c'est pas grave. Il y a plein de planches comme ça, hein. Non, mais voilà. Mais ouais, j'avoue que, au contraire, je suis content de dire que on va encore avoir un nouveau. Et après, il faut se dire, ça, c'est pour la génération 2000, il y aura eu ce Superman-là, et pour la 2020, il y aura un nouveau Superman. Je suis pas sûr que le Superman de James Gunn soit plus fin que le Superman de Snyder. Voilà, qui était très bien. Alors voilà, les prises de risque. Voilà, Suicide Squad 2, le film. Moi je l'ai vu, j'en entendais rien du tout. Voilà, et je suis tombé dessus. Et en fait, ça se regarde très bien. Alors, je dirais même que le truc en trop, c'est le gore, voilà, qui a pas grand intérêt dans le film, mais qui est là. L'histoire est complètement foutraque. Les persos sont plutôt bien foutus. Le truc, il arrive des trucs qui sont pas forcément prévus. Et le méchant à la fin, une espèce de Starro en version Godzilla. Enfin bref, voilà, non, ça marche plutôt bien. Et en parlant de DC, on a quand même oublié de parler d'un gros succès, le film sur un méchant qui était Joker. Hein. On n'en parle pas. Oui. Et qui a fait un carton, qu'on fait une Suisse. Qui est à part. Enfin, le Joker, pour moi, enfin, c'est pas un film de super-héros. Enfin, mais oui, mais c'est un risque pris. Oui, franchement. Qu'est-ce qui empêche Marvel ou DC de faire un film d'horreur, de faire un film... ils ont essayé avec Nouveaux Mutants. Non, peut-être, mais non, c'était pas Marvel Universe. C'était la Fox, mais au moins, ils sont plantés, c'est pas le problème. Mais ils ont moins essayé. Ils ont essayé une deuxième fois sur Disney+, avec Wolf, Loup-garou... Werewolf by Night, qui est un vrai hommage au céréales des... sur la plateforme sur Disney+. Sur Disney+, ouais. Mais effectivement, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il y a quand même deux univers d'ici. Il y a le Snyderverse, les super-héros, etc. Mais il y a aussi l'univers d'ici plus sérieux. Le Arrowverse. Non, même pas, je parle où on va mettre le Joker, où on va mettre The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson. Il y a eu Hellblazer avec Keanu Reeves, et où on pourrait éventuellement mettre les Batman de Nolan, qui sont des films de super-héros, mais c'est peut-être pile entre les deux, en fait. C'est à mi-chemin entre le Snyderverse, c'est-à-dire vraiment super-héros, etc., et les films sérieux. Parce qu'on sent que Nolan, il a voulu faire un peu le Batman de Nolan, le premier en tout cas, il est plus proche de Heat, de Michael Mann, que de Tim Burton. Ouais, et il y a un truc qu'on peut pas vouloir à DC pour le coup, c'est pas d'aller copier complètement Marvel. L'humour est quasiment absent, etc. On n'est pas chez Marvel, il faudrait qu'ils arrêtent d'ailleurs. Peut-être sur l'humour aussi, ça pourrait peut-être faire du bien aussi pour faire d'autres films, parce que les grands moments, les grandes tragédies et les millions de morts entre deux éclats de rire, c'est toujours un peu étrange. Alors après, le fait d'avoir des films de super-héros qui sont sérieux mais j'avoue que moi ça me dérange en fait. Pour moi un super-héros, j'ai vraiment les Batman de Nolan, j'ai aimé, mais c'est trop dark, c'est trop. En fait, le côté dark, j'aime pas trop. Après c'est mon choix. Le côté après le
Snyderverse, c'est un peu ça, quoi. C'est, en fait, il y a jamais de positif, jamais. Que Superman, c'est quand même l'emblème du positif, quoi. Et ben, jamais c'est positif, et jamais, là, je l'ai revu il y a pas longtemps, et mon fils, il adore, mais, ouais, c'est quand même très dark. Et trop dark, pour moi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Est-ce qu'on va reprendre quelque chose qui avait été dit, je crois, par Scorsese et par Spielberg, en disant que les films de super-héros, ça restera une mode, comme les westerns, ça va s'arrêter un jour? Comme le film d'horreur, tu vois, c'est si tu regardes un film d'horreur, après tu regardes un film gore, de plus en plus gore, puis à un moment t'en as marre, quoi. Voilà, il y a même d'autres films qui marchent sur le même principe de plus en plus, dont je tairai le nom de ce type de film. Mais c'est vrai que ce qui aurait pu faire la chance de Marvel au début, et ce sur quoi ils avaient l'air de s'orienter, c'était justement pour ne pas lasser, d'avoir que chacun de leurs films corresponde à un genre, tu vois. C'est-à-dire que, on va dire que Iron Man, c'était un peu le James Bond, c'était un peu le film d'espionnage. Tu pouvais avoir du film d'action, tu pouvais avoir du film de SF avec les gardiens, et qui se sont effectivement un peu écartés de ça, en lissant tout, en mettant... Et ce qui fait que, en fait, tous leurs films ne parlent que d'une seule voix. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, Nico, les personnages et les acteurs, du coup, sont interchangeables parce que ils ont quasiment tous le même humour, ils disent quasiment tous la même chose. C'est par là que ça pêche, ça. Une des plaies aussi, hein, juste pour le coup un petit coup de gueule aussi, c'est que ce qui a permis de faire ces films de super-héros, c'est les évolutions au niveau des effets spéciaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin voilà, moi je me rappelle, merci Matrix, merci, je vais revenir à Blade, le bullet time, c'est là la première fois. J'aime bien Blade 1, mais voilà, les effets spéciaux, ils ont permis de nous montrer des choses. Enfin, la première scène de X-Men 2 avec Diablo, ah oui, c'est ça les pouvoirs de Diablo, il fait bamf en BD, mais alors là voilà, on le voit vraiment. L'attaque de la Maison Blanche, voilà ce qui se passe, très efficace. Mais c'était dans le cadre d'une réalisation avec des choix de plans, des choix de caméra, etc. Et ce qui s'est passé à un moment, j'arrive pas, mais vraiment c'est pas loin d'Avenger, grosso modo, c'est après Avenger. Le premier, tu parles. Ouais, le premier. Le fait qu'on puisse faire tout, on se pose plus la question de qu'est-ce que je dois montrer. Je ne dois montrer que tout, et je dois montrer tout sous toutes les facettes, sous toutes les coutures. Il y a plus de choix de plan, il y a plus de choix de cinéaste, de vision, de comment on veut montrer les choses. On est obligé de tout montrer tout le temps, et du coup on tout le temps de la même façon. Alors du coup peut-être avec les mêmes effets spéciaux plus ou moins réussis suivant les délais qu'ils ont eu pour les faire. Je te rejoins là-dessus, Nico, parce qu'on montre tout, alors qu'avant il fallait choisir avec les maquettes qu'on avait, le plan qu'on faisait, si on avait le budget, et puis on choisissait le plan, et puis ça donnait parfois des plans super, et puis des fois les plans ratés, même on les gardait. Hein. Qui est encore plus parlant sur les plateformes de streaming, parce qu'en fait maintenant, honnêtement, il devient de plus en plus dur de différencier en termes de qualité une série d'un film, puisque la plupart du temps c'est les mêmes effets spéciaux, et surtout depuis quelques années, Disney /Marvel/Star Wars utilise cette nouvelle technologie qui s'appelle le volume, qui est une espèce d'écran LED à 180 degrés qui permet d'avoir des effets spéciaux en direct, ce qui fait que le réalisateur voit en direct au lieu de voir en post-production. Et du coup, ça lisse aussi d'une certaine façon. Quand on compare les trilogies Star Wars, par exemple, on se rend compte que les seconde et troisième trilogies... Il n'y en a qu'une de trilogie, Star Wars. ...sont visuellement moins intéressantes. Il y a 4, 5, 6, c'est tout. Parce que sur la 4, 5, 6, Lucas devait faire avec les effets spéciaux de l'époque, comme tu disais. Mais oui, Xavier, il n'y a qu'une seule trilogie. Voilà, la rareté, c'est ça qui pourra peut-être relancer les super-héros. Espacer, pas obligé d'en pondre 3 par an. Faites-en un tous les 2 ans, bien. Avec plus ou moins de monde et avec une vraie idée derrière. Et un bon scénar et quelque chose qui fasse avancer. Vous avez des plateformes, des séries, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière pour faire avancer le schmilblick entre deux. Pour ceux qui ont besoin des épisodes pour combler, voilà, ceux qui n'ont pas besoin, qui ont besoin d'aller voir un film tous les 2 ans. On a grandi à une époque où, justement, il pouvait se passer quasiment une décennie entre le dernier bon film pour geek et le film suivant. Et en fait, ça fait du bien de se dire... Il y avait une vraie excitation d'aller voir un film à ce moment-là. Batman, quand il sort, Batman en 89, tu te dis, ah ouais, enfin un film de super-héros, quelque chose qui se passe. Là, maintenant, c'est bon, tu fais quoi la semaine prochaine? Ouais, je vais aller voir un film de super-héros, comme tu dis que tu vas t'acheter une paire de baskets. Du coup, avant, c'était tellement rare d'une certaine façon, c'est que du coup, t'en étais content quoi qu'il arrive. Le Punisher avec Dolph Lundgren est un bon film. Au niveau des attentes, c'est exactement ce que je me disais en fait. Il y a quelques années avec mon fils, on s'est refait tous les films pendant le confinement. On s'est fait un film Marvel toutes les semaines depuis le début des films Marvel. Et je me suis rendu compte en regardant Iron Man 2 que j'avais pas du tout aimé au cinéma parce que j'attendais des choses. Étant fan de comics, je me disais je voudrais ça que j'ai pas eu. Et en fait,
J'ai adoré le film en le revoyant, on était presque 10 ans après, et en fait il est très bien ce film quand t'attends pas quelque chose, quand t'attends pas que lui apparaisse ou que machin apparaisse, quand tu te bases que sur le film. Quand on devient spectateur qui n'a pas une culture de... Après je pense que maintenant aussi Shazam a pas marché, et je pense qu'une partie aussi des gens se sont dit je vais pas aller le voir parce que en fait il y aura pas de suite. J'ai l'impression qu'il y a une partie des gens qui se sont dit on va pas aller le voir parce qu'il y aura pas de suite. Le deuxième, celui qui est sorti il y a 3 semaines et qui est plus au cinéma. Voilà. Et après les annonces de James Gunn, c'est un peu voilà, maintenant tout ce qui arrive, il y aura pas de suite. Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Il faut pas oublier, on vit dans une bulle qui est que la plupart d'entre nous, on écoute beaucoup de choses, on lit, on regarde beaucoup de choses sur les comics, etc. Et donc, ce qui peut nous paraître une évidence, comme les annonces faites par James Gunn, ou comme tel projet de film qui n'arrivera que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, le public lambda ne le sait pas. Ouais. Non mais tu prends, tu consommes, c'est des effets de mode, et tu vas voir pour avoir un spectacle. Comme les films 3D, pendant un temps tout était en 3D. Le jour où les gens ils ont eu marre de la 3D parce qu'ils avaient mal au crâne au bout de 3 heures de film, ça s'est arrêté, mais ça a duré quand même pendant un temps. T'allais au spectacle, t'allais pas voir un film d'ailleurs, t'allais voir un spectacle, et d'ailleurs, une attraction. Notablement, ça ne s'est pas relancé avec les derniers Avatar. Le deuxième sujet et dernier sujet pour cet épisode, c'est un sujet qu'on appelle un sujet truc entre nous parce qu'on est comme ça. Qui est, à votre avis, comment choisit-on le nom des ouragans et le nom des opérations militaires? Et comment devrait-on les choisir? Alors bien sûr, il y a une bonne réponse. Il y a une raison que je vous dirai tout à l'heure. Qui a choisi ce sujet? C'est quelqu'un autour de cette table dont je ne citerai pas le nom, par décence. Mais non, mais c'est parce que ça fait partie des sujets. On est là, on regarde la télé, voilà, on regarde la météo, parce que la météo, c'est quand même le pouls de la vie, le pouls. Et on regarde ça, et puis d'un seul coup, la présentatrice vous dit que la Réunion va être frappée par tel ouragan qui s'appelle machin bidule, et puis les tempêtes, et que la Floride va être caressée par l'ouragan machin, et voilà. Et personne ne nous explique comment et pourquoi on a choisi ce prénom. La question, c'est aussi pourquoi ça a changé de sexe. Oui, pourquoi ça change de sexe? Parce que là, maintenant, c'est des hommes. Les femmes, c'est les années paires, et les hommes, c'est les années impaires. C'est une vraie info ou c'est une supposition? C'est une vraie info, je crois. Si. C'est une année sur 2. Donc en 2023, on va avoir que des hommes. Ouais. Voilà, l'ouragan Jean-Pierre, tout ça et tout. Voilà. Jean-Pascal, la tornade Stevie. Le nom des opérations militaires, c'est quand même... Ça, par contre, je sais pas. En fait... Parce que Tempête du désert... on connaît que celle-là. Non, l'opération Barkhane... L'opération Serval... Market Garden en Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale. Là. Opération On a des couilles, on avance. Le truc... Voilà. Et en fait, la décision finale, c'est quand même le président de la République, enfin en tout cas chez nous, c'est qu'il le prend. Mais d'après ce que j'ai pu lire, il y a tout un tas de gens à l'état-major qui réfléchissent. Est-ce que c'est autour d'un père ou... Non, il n'y a rien à voir avec père ou impair ou masculin, féminin. Et en fait, ils choisissent en général une caractéristique animalière, botanique du lieu où ça se passe. Voilà, c'est ça. La bonne réponse, c'est effectivement ça. C'est pour les opérations militaires, en général, c'est choisi par une personne au sein de l'état-major, et c'est basé sur des caractéristiques liées au lieu où se situe l'opération militaire en question. Par exemple, pour l'opération Serval au Mali, c'est parce que le Serval est un animal typique du Mali. Snicked. Pour Market Garden, c'est la même chose à l'époque. Tempête du désert, écoutez, c'est la guerre du Golfe, donc voilà. Et moi, je rêve d'engueulade autour d'une table entre militaires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et qu'au final... Pigeon, moi je t'ai dit. Non, pas pigeon. Non. Et qu'au final, l'opération militaire n'a pas lieu. Il n'y a pas de livre sur ça, le nom des opérations qui n'ont pas eu lieu. Ce qui nous permettrait d'en savoir plus sur notre histoire d'ailleurs. De tout ce qui permettrait... Mais les historiens le savent, mais ils ne le disent pas. Ça serait surtout très drôle qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un nom et que c'est ça, comme vient de dire Xavier, qui permettrait d'empêcher les guerres.
C'est-à-dire, on fait pas la guerre, on n'a pas trouvé de nom. On n'a pas envahi tel pays parce qu'on n'est pas tombé d'accord sur le nom de l'opération. Opération spéciale, ça n'a aucun lien, par contre, avec un animal quelconque. Je réfléchis un petit peu à ce qui se passe en ce moment, mais on va appeler ça opération spéciale. Par contre, c'est nul. Opération spéciale ? Ouais, mais c'est russe après. Oui, c'est pas. Je pense que la motivation est pas tellement liée au lieu pour le coup. Je pense que c'est juste Vlad. Il s'est dit tiens, je vais faire un truc spécial. L'histoire du nom, si je dis pas de bêtises, pour continuer, parce que je vous ai fait le malin tout à l'heure sur les années père, impair et les noms de filles et de. Et les années bissextiles. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, non, l'idée c'était c'était pour vulgariser l'histoire des tempêtes et des dépressions et. Dans les années je ne sais plus combien, il y a quelqu'un qui a dit mais ça serait peut-être bien de donner un nom, ce serait pas plus facile pour les gens de s'approprier le fait que il va y avoir un ouragan ou une tempête et voilà. Et il y a même des noms qui ne reviennent pas, qui sont changés, parce qu'il y a un ordre en plus, alphabétique, qui est déterminé tous les ans. Alors c'est par les organisations qui sont chargées de météo. Alors il y a ceux en Europe, il y a ceux aux États-Unis, ils donnent chacun leur nom à leurs petits ouragans et leurs petites tempêtes. Et quand un ouragan ou une tempête est très meurtrière, ça laisse un très mauvais souvenir aux gens, ce qui est normal en même temps quand c'est très meurtrier, et on change les noms sur la lettre qui a été choisie. Ah, il y a un nom par lettre, d'accord. Et est-ce que la même tempête peut avoir plusieurs noms en fonction du pays qu'elle traverse ? C'est le premier pays qui donne. Et alors, je lis ça sur internet, en France, on a une règle bien précise qui corrobore qu'est-ce qu'on parle bien dans cette émission, ce qui corrobore ce que tu as dit tout à l'heure. Lors des années impaires, les dépressions reçoivent des noms masculins et lors des années paires, des noms féminins. Les anticyclones sont baptisés selon la règle inverse. Ainsi, le prénom masculin Joachim a été choisi en 2011, année impaire. Même chose en 2009 avec la tempête Klaus, les tempêtes Lotak et Martin en 1999. La fameuse tempête Xynthia portait ce nom féminin car nous étions en 2010. Il n'y a pas de nom en Q et en U, je crois, parce qu'ils n'ont pas trouvé de prénom. Ursule est celui qui se tape une dépression depuis qu'il y a plusieurs années, il change de nom tous les ans. C'est pas grave. Depuis 2002, il est possible en Allemagne d'acheter le nom d'une future tempête. Oui. L'Institut de météorologie de Berlin permet à n'importe qui d'acheter le nom d'une future tempête via le formulaire Adopter un vortex. Ah, et du coup, cette tempête présentée par Viagra. Les candidats à l'achat doivent néanmoins respecter la règle des années paires et impaires et l'ordre alphabétique. L'être humain est vraiment exceptionnel dans sa capacité à inventer des choses comme ça. Celui qui avait acheté la tempête Joachim s'appelait Joachim Weber. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce sujet. Et on va terminer, comme ce sera le cas pour chaque épisode, par une recommandation culturelle. Et je crois que c'est un film, cette fois-ci. C'est ça, Xavier ? Allez voir Donjons et Dragons. Parce que au bout de la 4e tentative, ils ont réussi à faire quelque chose de valable. C'est fun, c'est sans prétention, on rigole, et pour ceux qui ont déjà fait des parties de jeux de rôle, je trouve que c'est assez fidèle aux conneries qu'on est capable de pondre dans ce genre de situation. Tu ouvres la porte, et là, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Et surtout, il y a le coffre avec la langue et les dents. Voilà, Donjons et Dragons, qui sera encore à l'affiche à la sortie de ce podcast, a priori. C'est la fin du premier épisode de l'Instant Truc. Merci de nous avoir écoutés, merci à vous les gars, et on se retrouve très vite avec un autre épisode. À bientôt. Et comme on dit en Allemagne,